Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'actualité ce 13h, bouderie, fâcherie et colère dans le rang des magistrats béninois. Ils ont marché sur l'esplanade du palais des gouverneurs ce lundi. Ils exigent le retrait pur et simple du projet de loi portant révision de la Constitution. Et puis, il ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale de la rupture. Candide Azanahi, ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la Défense, a déposé sa démission ce lundi matin. Sao Tomé Principe, petit archipel de l'Afrique, veut s'ouvrir au monde pour attirer des devises et emplois sans perdre son identité. Pour y arriver, une seule astuce, le tourisme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Coup de tonnerre politique à Cotonou. Il était 8h24 ce lundi quand le ministre délégué à la Défense nationale, Armand Marie Candide Azanahi, j'y arrive, a rendu sa démission au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est sur sa page Facebook. Je pense que vraiment, Talon doit se remettre en cause et revoir un peu sa copie par rapport à la gestion du pays. Comme exemple, je dis, regardez, ce n'est pas ce Talon qui nous avait dit dans le temps que s'il a laissé Yahi, c'est parce que Yahi lui a dit de financer la révision de la Constitution, ce que lui n'a pas apprécié. Aujourd'hui, maintenant, ce même Talon, Dieu a fait, il a pris le pouvoir et aujourd'hui, lui pense qu'il faut retoucher, réviser cette Constitution de manière urgente. Depuis le vendredi, nous avons suivi son député, l'honorable Guy Mitokpe. Donc c'était déjà une annonce. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, mais parce que c'est un signal fort que M. Azanahi montre au peuple béninois. C'est un signal fort, c'est un acte de courage et de bravoure pour avoir été l'un des acteurs forts de la rupture qui décide de se départir. Je pense que c'est un acte louable. Je pense que les hommes politiques et les politiques doivent copier ce qui est bon. Et moi, l'acte de M. Azanahi est un acte salutaire. Quand on adhère plus à des idéaux, quand on ne partage plus les mêmes idéaux, il faut prendre du recul et rester dans l'ombre. Je pense que c'est un acte salutaire. Bidjaï, Kweboy moi, Djaka, Djaka Konu, Kakabodo, Bidja, Vekoino, Tete Mekuiro, Fide Yonu, Fide Noya. Donc, Beme, Miwayo, Emitili Djibonome. Donc, la souris de la brousse allait voir celle de la maison. Et celle de la maison lui dit non, il n'y a pas fraîcheur ici et il faut mieux rester dans ton marigot là-bas. Donc, Azanahi démissionne, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné que Azanahi démissionne parce que pour entrer dans une barque, il faut arrêter les conditions, les modalités et être sûr que le capitaine de ce bateau t'amènera à bon port. Ce que je ne pense pas que Azanahi ait fait. Je serai à la place de Azanahi que je n'aurais pas démissionné parce que je ne dois pas être l'éternel démissionnaire. Je ne sais pas encore les raisons. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles Candide Azanahi, notre ministre chargé de la Défense nationale, a démissionné. Mais je dis a priori que je serai à sa place et que je n'aurai pas encore démissionné. Eh bien, je vous l'annonçais au sommet, c'est le mécontentement dans le rang des magistrats béninois. Ils l'ont fait savoir ce lundi à travers une marche de protestation qui est partie de la Bibliothèque nationale jusqu'à l'esplanade du Palais des gouverneurs.
À Porto Novo, ils exigent le retrait pur et simple du projet de loi portant révision de la Constitution, faute de quoi ils entament dès ce jour 72 heures de grève. Mais je vous invite à présent à suivre un extrait de la motion lue par Michel Adiaka. Il est le président de l'UNAMAB à l'occasion de cette marche pacifique. Je voudrais rappeler au président de la République que si la justice n'était pas indépendante, il ne serait pas président aujourd'hui. Si le juge n'était pas indépendant, on n'en aurait pas trouvé pour rendre une ordonnance de non-lieu contre le président de la République. Si le Conseil supérieur de la magistrature devrait siéger pour juger les magistrats en présence des représentants du gouvernement, aucun magistrat, je dis bien aucun magistrat, n'aurait eu le courage de donner tort au président de la République dans un dossier où il est concerné. Cela étant rappelé au chef de l'État, je voudrais lui demander que, au lieu de suivre les comptes rendus ratatinés ou des comptes rendus malmenés, il ferait mieux de suivre son peuple. Il est l'émanation des luttes sociales. Quand on devrait l'appuyer, quand les forces sociales, les jeunes, les travailleurs, parce qu'il a proposé un projet de société attractif, on souhaitait l'appuyer, il n'y avait pas de force politique majeure à ses côtés. Aujourd'hui, il a abandonné les forces sociales, la jeunesse, le peuple, et il s'est trouvé de nouveaux alliés que sont les députés à l'Assemblée nationale et surtout certaines formations politiques. Donc le peuple est en péril, le chef de l'État devrait comprendre qu'il n'a aucun intérêt. Je veux bien dire, le président Talon devrait comprendre qu'il n'a aucun intérêt à mettre sous ses talons les institutions de contre-pouvoir, à savoir la justice, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes qu'il a rattachée à sa personne, l'armée qui est devenue son jardin secret, le Conseil national des renseignements pour vous empêcher de vivre allègrement, la suppression des libertés d'association et de manifestation hors la période des campagnes. Restons toujours dans le même registre, toujours au chapitre du projet de loi portant révision de la Constitution transmis au Parlement béninois. La rédaction d'Eden TV s'est intéressée à d'autres articles sensibles, à savoir la rallonge des mandats législatifs et communaux. Quelle lecture en font les politologues et constitutionnalistes? La réponse dans ce reportage. Les mandats des députés, des élus locaux et communaux changent de durée dans le projet de révision de la Constitution soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Ils passent respectivement de 4 et 5 ans à 6 ans dans leur ensemble. Une proposition qui semble avoir un avantage certain selon le constitutionnaliste Franck Béanzin. Le mandat des députés, on prolonge la durée du mandat des députés, c'est passé de 4 ans à 6 ans et celui des maires de 5 ans à 6 ans. C'est pas mal. Le premier avantage ou le premier intérêt, c'est qu'à côté, ils ont trouvé une mesure pour permettre de réduire les coûts d'organisation des élections. Dans les élections générales, nous avons les élections législatives et les élections communales et locales, municipales et locales. Ça permet quand même de réduire les dépenses de l'État en matière d'organisation des élections. Mais pour le politologue Nathaniel Kitty, cette rallonge des mandats des députés et des élus locaux et communaux n'est pas raisonnable. Les députés, le mandat est renouvelable. Au niveau des élus locaux, le mandat est renouvelable. Je pense que dans ce renouvellement indéfini, rallonger le mandat encore de 5 à 6 ans, pour ma part, est de trop. Face à cette évidence, il y a lieu de trouver un palliatif à cette rallonge des mandats, selon Franck Béanzin. Parce qu'il ne faut pas être quand même maire à vie, il ne faut pas être député à vie.
il faut trouver des mécanismes pour dire, oui, le député, vraiment, il a un mandat de 6 ans, renouvelable un certain nombre de fois. Ça aura l'intérêt de participer à une régénérescence de la classe politique. Ça permettra également à la jeunesse d'avoir facilement accès à ces instances de la République. Mais pour Nathaniel Kitty, il serait préférable de rester conforme à l'esprit constitutionnel qui a conféré un mandat de 4 ans aux députés. Lorsqu'on supprime le mandat de 4 ans, on l'arrime au mandat du chef de l'État et au mandat des élus locaux, c'est que le peuple n'a plus la possibilité de sanctionner le chef de l'État par l'intermédiaire des élections législatives pour lui permettre de tirer les leçons et de rectifier le tir avant la fin de son mandat. La sanction à mi-mandat peut lui permettre de se remettre en cause et de mieux gouverner avant la fin de son mandat. D'où la nécessité, pour ma part, de maintenir le mandat de 4 ans pour les parlementaires, de 5 ans pour le président de la République. En 2006 déjà, les députés avaient révisé la Constitution en son article 80, portant leur mandat de 4 à 5 ans, mais la Cour constitutionnelle, à l'époque, avait rejeté cette modification, évoquant l'absence d'un consensus national. Et vous l'aviez rectifié de vous-même, c'est bien sûr un reportage de la rédaction de Eden TV et non de l'agence France Presse. Je vous invite maintenant à nous suivre sur une formation, sur une expérience qui est sur le point de s'achever pour former des programmes de Food for Life, fruit d'une collaboration de la Fondation Espace Afrique et l'ONG Merci Chips. Eh bien, ce programme a réuni 34 stagiaires pendant 5 mois de formation sur des questions d'agroécologie et d'agroalimentaire. Le reportage est signé de Antoinette Sagbo, Denis Maroya et Fréjus Fiossi. Nous avons noté quelques imperfections à revoir dans le document, quelques imperfections par rapport également à la présentation, notamment au respect du temps, quelques imperfections par rapport aux quelques questions posées et tout. Mais nous accueillons votre document, nous vous félicitons et nous sanctionnons cette présentation et ce rapport par la motion très bien. Le programme Food for Life, initié par la Fondation Espace Afrique de l'opérateur économique Samuel Dosso Aoré et l'ONG Merci Chips, tire ainsi à sa fin. Mise en œuvre sur le site du Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines CIEVRA, filiale béninoise de la Fondation Espace Afrique à Golodjigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce programme se clôture dans quelques jours. À cet effet, les apprenants restituent depuis le lundi 20 mars ce qu'ils ont appris à travers une série de soutenances qui a pris fin ce 25 mars 2017. Le thème, c'était de savoir quels sont les impacts liés au changement climatique sur l'agriculture gabonaise, comment les populations rurales s'adaptent à ces impacts-là et qu'est-ce que nous, on peut avoir à leur proposer comme approche qui répondent à l'agroécologie. Et donc on pense pouvoir apporter une réponse lorsque les conditions climatiques deviennent difficiles par l'agroécologie qui prône une agriculture durable. De ce thème, nous avons parlé de l'importance de l'inventaire et les différents types d'inventaire. Et après, nous avons présenté le processus de fabrication des différents produits qu'on a eu à transformer ici. Nous avons transformé le yaourt, le jus d'ananas et sirop d'ananas, le jus de gingembre, sirop de gingembre, confiture d'ananas, confiture de papaye, de tchakpalou. Visiblement satisfaits des résultats des impétrants, les membres du jury, les parents et les partenaires Merci Chips et Fondation Espace Afrique apprécient. Vraiment, ils ont eu des approches très intéressantes et que si vraiment ils pourront avoir des instances au Gabon pour pouvoir mettre en pratique ces différentes approches qu'ils ont proposées, ce serait vraiment une très bonne chose. Je crois que les deux thèmes abordés ce matin sont très importants. Le premier a parlé de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire et le second de la transformation. Je crois que dans les deux cas, l'important c'est qu'on est en train de travailler pour une production agricole soutenue tout en conservant la nature. Je crois que c'est ce qui est important et les participants ont déjà montré leur goût et leur engouement pour ce travail et nous les félicitons pour ça.
je vois quand même que chacun des participants a eu le temps de capitaliser le maximum d'informations et de techniques possibles pour leur permettre de mieux servir les communautés. Les stagiaires eux-mêmes, satisfaits de la formation, se promettent d'en faire le meilleur usage possible. Quand je vais quitter ici, nous avons un orphelinat à côté. C'est d'abord d'aller les former pour qu'ils puissent aussi, parce que j'ai reçu gratuitement, et aussi, je dois les donner gratuitement tel que je l'ai reçu, parce que bon, je suis capable de les former en beaucoup de choses, en élevage, agriculture, tout et tout, et aider aussi les paysans et les voisins, ceux qui sont dans le besoin. Quand je vais rentrer chez moi, je suis en mesure de reproduire exactement ce que nous avons fait ici. Si je prends l'exemple du jus d'ananas, on le fait chez moi, mais pas comme nous l'avons fait ici. Les gens le font là-bas en diluant avec de l'eau. Mais nous le faisons, nous n'ajoutons pas de l'eau. Et c'est vraiment super à ce que j'ai eu à goûter chez moi. Bientôt achevé le 31 mars 2017, le programme Food for Life est un programme agroécologique qui a réuni durant 6 mois au Sievra des apprenants venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Intéressons-nous maintenant aux femmes et à leurs contraintes professionnelles. Parité, équité, dans le monde du travail, il y a quelques semaines seulement, nous célébrions la Journée internationale des droits de la femme avec cette problématique au centre des débats. Mais pour celles qui ont réellement trouvé du travail, eh bien, tout n'est pas pour autant simple. Notre correspondant dans les départements du Molo et du Koufo, Jonas Boutier, a mené une enquête auprès de 3 femmes aux avis souvent analogues mais quelque peu divergents. Je vous invite maintenant à suivre ce magazine. Les femmes rivalisent souvent avec les hommes pour trouver du travail, mais dans la même fonction, une journée de travail leur paraît plus pénible que chez les hommes à cause de leur statut de femme. En tant que directrice, jumeler le foyer et l'école, ce n'est pas du tout facile. Parce que se lever tôt, veiller sur les enfants afin qu'ils aillent correctement à l'école. Se dire, mais qu'est-ce que le monsieur va manger? Et apprêter le manger du midi avant de revenir de l'école, ce n'est pas facile. Une journée d'une sage-femme, c'est une journée bien chargée. Parce que déjà, avant de quitter ta maison pour venir au boulot, tu ne sais pas en fait ce qui t'attend. Nous qui sommes responsables de maternité, par exemple, c'est un peu difficile pour nous. Tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras aller nulle part. Du moment où tu es hébergé dedans, toutes les fois qu'on te fera appel, pour tous les cas, c'est que tu es obligé de répondre. Elles s'efforcent, tant bien que mal, à supporter le supplice que leur impose la condition féminine. Cependant, les choses se compliquent davantage quand elles tombent enceintes. Là, ça devient encore compliqué. On vient parfois tard à l'école et parfois on est mal vu par l'administration. En plus des congés de maternité, certaines femmes suggèrent qu'on revoie la répartition du temps de travail pour leur alléger la tâche. Malheureusement, cela n'acquiert pas aussi un avis favorable chez toutes les femmes. Si on peut aussi augmenter les congés de maternité, ce serait bon. Et aussi, si on peut classer les heures telles que on sera moins à l'école et s'occuper aussi des enfants à la maison, ce serait bien, puisque ça agit actuellement sur les enfants. Dans le temps de nos parents, les dames ne sont pas contraintes d'aller au service et l'éducation était un peu plus meilleure que ce qu'on voit aujourd'hui. De définir des heures, tout ça là, je ne crois pas que ça aboutirait à quelque chose simplement parce que, quelles que soient les heures qui soient définies, tu es en face de la vie d'une personne. Donc tu ne peux pas dire parce que mon heure a sonné, tu es seul responsable, tu vas prendre ton sac, j'ai fini de travailler, je dois rentrer. Et la femme est là, c'est que tu te vois contraint d'être là à tout moment. Alors là, les hommes seront mécontents de nous parce que chaque fois nous parlons d'équité. Quand on va faire ça aux femmes, les hommes vont se soulever. Aujourd'hui, ce que l'homme fait, la femme le fait. Tout est affaire de sacrifice et d'organisation. Tout en voulant jumeler les contraintes professionnelles aux exigences du foyer, les femmes ont du mal à être justes et équitables. La domestique à laquelle on fait parfois recours pour le suivi des enfants devient elle aussi une menace pour la stabilité du foyer. Nous essayons quand même pour pouvoir faire à chaque fois et à chaque niveau ce que nous pouvons. Sinon,
vous verrez qu'il y a un qui pèse plus que l'autre, particulièrement du côté boulot. Les professions, ça pèse plus que la maison. Tu passes assez de temps au boulot qu'à la maison. Surtout nous qui sommes affectés très loin de la ville pour les campagnes, il faut aller passer les midis. Les enfants reviennent, ne trouvent plus personne et ils sont ça agit sur les résultats. Ça, on l'a ressenti. Nous sommes de la santé, nous préconisons à ce que la population soit prise en charge véritablement. Mais dans le même temps, il y a nos enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Tu sors de la maison, tu vas au boulot le matin. Les enfants seuls restent à la maison. Donc c'est pratiquement peut-être le soir tu vas rentrer. Tout ce qui s'est passé dans la maison toute la journée, tu ne le sais pas. Raison pour laquelle on se voit obligé de faire recours aux petits domestiques pour pouvoir prendre en charge les enfants à la maison. Elle aussi qui n'est pas aussi grande, parce que si tu te réfères à une grande personne, peut-être qu'il y aura aussi ces désordres. C'est un peu difficile. Pour que cela n'amène pas de problème dans le foyer, il faut avoir quelqu'un qui est un peu moins âgé. Les âgés, comme quelqu'un a chanté, la bonne est bonne, madame n'est pas là, je vais faire pour moi dedans. Et si tu ne sais pas faire, tu seras renvoyé par la bonne. C'est donc clair que l'insertion professionnelle des femmes n'est pas une fin en soi pour leur épanouissement. Quelquefois, le plus dur commence quand la femme se met à travailler. En interactualité, nous nous rendons maintenant à Sao Tomé Principe. Comment s'ouvrir au tourisme pour attirer des devises et des emplois sans pour autant perdre son identité? La question traverse Sao Tomé Principe, petit archipel de l'Afrique pauvre, mais digne, qui mise sur un accueil sélectif pour recevoir des visiteurs malgré des infrastructures très modestes. Reportage. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers, le petit archipel africain de Sao Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. Na verdade é paraíso na terra. Tem muito poucos turistas. La vérité, c'est que c'est un paradis sur Terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques. Malgré la pauvreté que l'on voit, c'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia d'Angola. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter les populations, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire de l'île, mais en même temps, non, le tourisme de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont Sao Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, des emprunts à des taux élevés pour investir. Les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans les domaines du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table, et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14% des ressources du pays. Un secteur en plein essor, dans ce pays pauvre qui dépend à 90% de l'aide internationale. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité, on fait une escale en Bulgarie. Vous le savez, que ce soit ici au pays comme dans d'autres contrées d'où vous nous recevez, eh bien, nous restons tous unanimes sur une chose. On se rend au marché pour acheter différents articles, n'est-ce pas? Mais dans ce marché de cette ville de la Bulgarie, eh bien, il se vend des enfants. Un constat, je vous le disais tantôt, peu décent, que vous suivrez dans ce reportage. Vendre son nouveau-né pour gagner un peu d'argent. Au cœur des communautés roms de Bulgarie, la pratique s'est enracinée depuis près de 15 ans.
Un business lucratif pour ces mères et pour les trafiquants qui les mettent en relation avec des familles de l'autre côté de la frontière, en Grèce. Mais si vendre son nourrisson n'étonne plus les habitants du petit village d'Exarantimovo, à l'est du pays, bien peu osent en parler devant les caméras. Une femme est tout juste rentrée de Grèce la semaine dernière. Elle a vendu son bébé là-bas et elle est revenue. C'est le 3e bébé qu'elle abandonne. Nous l'avons vue enceinte. Elle est partie 1 semaine en Grèce et à son retour, plus de bébé. Elle nous a dit que son bébé était mort en Grèce, mais elle n'a aucun certificat qui le prouve. Dans la ville voisine de Kameno, plusieurs grandes maisons appartenant à des trafiquants présumés témoignent des importantes sommes d'argent générées par la vente de nourrissons. Lorsqu'une femme tombe enceinte et décide de vendre son bébé, elle part pour la Grèce dès les premiers mois. Là-bas, les futurs parents adoptifs prennent soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Ensuite, elle se rend devant le notaire avec le mari et lui dit qu'il est le père du bébé. Le couple peut garder l'enfant et la femme revient en Bulgarie avec l'argent qui lui a été promis par le trafiquant, à moins qu'il ne décide d'en garder une partie et de lui en donner moins que prévu. Pour tenter de sensibiliser les familles de la région, Maria Ivanova distribue des bracelets et des pins arborant les mots « Je ne suis pas à vendre ». Mais elle doit faire face à l'hostilité des mères qui refusent de s'impliquer et de témoigner. Les victimes refusent de coopérer pour la bonne et simple raison qu'elles ont reçu une certaine somme d'argent pour la vente de leur bébé. Habituellement, les sommes promises sont bien plus élevées que ce qu'elles touchent au final. Mais d'après les données dont nous disposons, une mère touche entre 1 800 et 3 600 euros. Une somme conséquente en Bulgarie, où le salaire moyen s'élève à 400 euros par mois. La justice bulgare ne poursuit les mères impliquées que s'il est prouvé qu'elles ont agi seules, ce qui est rare. Quant aux trafiquants, la plupart d'entre eux ne se sont vus infliger que des peines de prison avec sursis ces dernières années. Et nous quittons ainsi le marché des enfants, c'était en Bulgarie. C'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, vous le savez, c'est à 20h00 sur Eden TV. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h. Bon appétit.